Écoutez, moi, même si on a écouté ça, moi, je ne sais pas ce que Distel veut déduire par là. Et ça, c'est justement ce que l'autre a dit à la barre. Ne me condamnez pas par déduction. Moi, je ne peux pas déduire de ce qu'il dit là que l'on change la plaque de la voiture, ça peut être utilisé pour faire firework. Est-ce que c'est légal? Attendez. Ce n'est pas légal, mais ce n'est pas un coup d'État. Donc, c'est juste pour vous dire que l'interprétation qu'on peut faire de l'acte posé ou des actes posés n'est pas que vers le coup d'État. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit chaque nation et les étapes de la vie de chaque nation doivent servir à la quête de la vérité. Et c'est comme ça que les autres construisent leur nation, les nations que nous appelons développées. Hein, c'est comme ça que les autres les construisent à la quête de la vérité. Et c'est ça qui fait qu'on dit souvent jurisprudence, parce que chaque pas qu'on pose est un pas qui nous permet de nous rassurer que ici, on a fini de fouiller tout ce qu'il faut pour que la vérité se manifeste. Moi, je ne peux pas déduire de ce que quelqu'un a acheté, quelqu'un a renvoyé sa garde, mais c'est ses gardes, c'est lui qui les a payés. S'il ne veut pas qu'ils soient là, il va leur demander de partir. Et puis que le ministre Oswald Omeki se mette en amitié, je ne sais si c'est amitié forcée ou pas, jusque-là, on n'a pas encore dit ou on n'a pas encore démontré qu'il y a un lien direct entre le ministre, les actes que le ministre pose et M. Olivier Bokor. Ou bien il y a déjà eu une preuve irréfutable. Les 250 millions qui étaient venus. Le ministre ne peut pas avoir 250 millions. C'est dit que ça a été tracé. Ça a été tracé des comptes de... Dans les sous retrouvés à son domicile. Oui, ça a été tracé dans les comptes de... Dans les sous, puisque... au domicile de qui? De Oswald Omeki. Mais je dis, quel est le lien avec M. Bokor? Oui, je vais te l'expliquer, je vais vous l'expliquer. Le lien, c'est quoi? Les 250 millions, a-t-on dit, seraient un paiement de la société Porteo oui, sur un compte de monsieur Porteo, qui est locataire de monsieur Olivier Bokor, et l'argent quitté donc Ecobank Lomé avec un véhicule d'immatriculation togolaise qui est venu directement au domicile de monsieur Oswald Omeki déposer les 250 millions. Le véhicule serait venu à 22h04 et serait reparti à 22h12. Et c'est monsieur Omeki lui-même qui aurait ouvert le portail et refermé le portail au départ de ce véhicule-là. Okay, donc, c'est dit, dit que les 250 millions oui, sont l'argent de Olivier Bokor, mais déposé, n'est-ce pas, au domicile. Là, je ne comprends plus. Porteo, c'est la propriété de M. Olivier Bokor? Non. Est locataire de Olivier Bokor. Quel est le lien? C'est-à-dire, je te l'explique terre à terre. Oui. C'est-à-dire, oui, moi, mon locataire, oui, j'ai fait un appel de fonds, j'ai demandé à mon locataire de me payer. Ça peut pas. S'il vous plaît. Oui. 200... Non, où est la preuve de cet appel de fonds? S'il vous plaît. 250 millions. Oui. D'accord? Oui. Et les 250 millions, au lieu qu'ils se retrouvent avec moi, sont partis directement de Lomé et se retrouvent à votre domicile. Bon, d'accord. Ou est-ce que nous avons l'appel de fonds ou l'appel de paiement? Écoutez, moi, je ne oui, veux pas... c'est ça. Non, c'est que on ne peut pas instruire à nouveau. Non, attendez. À nouveau. Non, il ne s'agit pas d'instruire. Il s'agit pour nous autres, et les gens comme moi, il s'agit pour eux d'avoir des preuves irréfutables. Dans une affaire où il faut... Qu'est-ce que vous appelez Attendez. Dans une affaire où il ne faut pas l'oublier, il y a pas longtemps, c'est la condamnation à mort. Condamnation à mort. Et vous n'avez pas de preuves irréfutables. Enfin, moi, la déclaration de NCA Côte d'Ivoire, pour vous, ce que NCA Côte d'Ivoire a dit, pour vous, c'est discutable?
qu'est-ce que NTIA Côte d'Ivoire a dit? Vous avez suivi le procès, non? Le NTIA Côte d'Ivoire a dit... Moi, je n'étais pas dans la salle. J'étais, comme je vous l'ai dit... Bon, je vous rappelle, où Orza Domeki a dit... Le procès n'était pas en direct, hein, où je me trompe. Parce que, mais si vous avez voulu, vous auriez accès à la salle. Bon, j'ai essayé une fois, j'ai été refoulé, et puis bon, j'ai plus essayé. Alors, le ministre Orza Domeki a ouvert un compte au profit du colonel Dieudonné Thévo Edjere, commandant de la garde républicaine. Ouais. Il a été effectué un dépôt de 5 millions, après un dépôt de 50 millions. Après, il a été demandé à l'agent d'effectuer une simulation d'un autre dépôt de 50 millions pour qu'il soit exhibé et présenté au colonel Dieudonné Thévo Edjere que sur le compte en question, il y avait 105 millions. Écoutez, ce que moi je vous dis, et je le répète, tout ce que vous avez dit pour moi jusque-là, ça vient d'un côté. De quel côté? Ça vient du côté de l'accusation. Ça vient du côté de l'accusation. Ou bien je me trompe. Tout ce que vous avez dit jusque-là vient du côté de l'accusation. Mon frère n'a pas suivi le procès, donc je crois qu'on peut passer à un autre sujet. Écoutez, non, il ne faut pas dire, il ne faut pas parler comme ça. Ben, attendez, Olivier Bokor s'est prononcé jusque-là au cours du procès. Et Komeki s'est prononcé. Est-ce que, non, attendez. Parce que, oui, Olivier Bokor s'est prononcé. À la fin. Et le discours, nous l'avons tous vu. Mais on ne peut pas, un procès, ce n'est pas un procès. Plaît, à moins que je ne sache plus ce que c'est qu'un procès. Un procès, ce n'est pas, vous allez, vous taisez, et puis on défile des témoins, et puis bon, on prononce, on vous demande de prononcer, vous prononcez, et puis on prononce une condamnation. Je ne sais pas, hein, peut-être que ça a changé, pour ce que, parce que j'ai eu quand même le temps de suivre des procès pendant longtemps ici à Cotonou. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que pour moi, la manifestation de la vérité, pour moi, du point de vue de ma formation à moi, elle se manifeste lorsqu'on a un côté et l'autre, et les deux se sont défendus suffisamment pour qu'on voit clairement que il y a des faiblesses d'un côté, il n'y a pas de faiblesses de l'autre. Et tant que ce n'est pas cela pour moi, bon, on peut tout me dire, hein, pour le moment, moi, je reste à être convaincu. Oui, Dissel Amonsou. Oui, il y a un élément qui échappe à l'analyse de mon ami Marie Ouessou. C'est que, avant le procès, il y a eu des étapes d'instruction du dossier. Il y a eu donc des auditions. Il y a eu des confrontations. Et c'est des déclarations qui sont consignées. Donc, que ce soit Olivier Bokor, Orza Domeki, le colonel Mongwedi, Thévo Edjere. Pardon, le colonel Thévo Edjere, et les différents témoins, ils ont des déclarations consignées au procès verbal. Donc, ils ont parlé. Il y a eu des, comment vous appelez ça? Des confrontations. Des confrontations. Voyez-vous. Et ce que j'observe, de ce que j'ai entendu, parce que ces PV ont été lus, ces déclarations ont été lues au cours de l'audience. Ce que je note déjà par rapport à Orza Domeki, c'est qu'il y a une variation de déclarations par rapport au fond. Donc, il n'a jamais nié qu'on a trouvé de l'argent chez lui. Il n'a jamais nié ses relations avec. Bon, s'il vous plaît. Non, attendez. Non, je voudrais bien qu'on aille. S'il vous plaît. Non, je voudrais bien qu'on aille. Mais moi, écoutez, moi, je reste, comme je l'ai dit. Non, je voudrais pas que, parce que on va à finir par dire que telle a raison, telle n'a pas raison. Moi, je ne suis pas dans cette posture ici de dire que telle a raison, telle n'a pas raison. Je n'ai pas. Là, le procès, pour moi, oui. Le procès, pour moi, n'a pas été normal. Si vous me démontrez le contraire, alors, moi, je me tais. Non, et puis, moi, le procès n'a pas été normal. Et je dis, Orza a varié par rapport à l'argent. Oui. Donc, il n'a pas nié l'argent. 2, il a dit, au départ, que c'était
l'argent, son argent. D'accord? À lui, seul. Quand on a poussé une deuxième déclaration, il dit c'est l'argent destiné à entreprendre dans la sous-région, dans les domaines de la brasserie et de la poissonnerie. Troisième déclaration par rapport à l'argent, il dit c'est l'argent destiné à alimenter les 800 et quelques cellules politiques du mouvement OB26. Voyez-vous, il y a déjà 3 éléments, n'est-ce pas, de déclaration. Mais là, par rapport au mouvement OB 2026, Olivier Bokor dit ne pas reconnaître ces mouvements-là. Au même moment, Ozat Robeki estime que ce sont des mouvements qui travaillent, qui suscitent sa candidature pour son élection en 2026. Voilà. Donc l'un dans l'autre, moi, je ne suis pas juge. Je ne peux pas certifier les propos. Mais lorsque j'écoute ces propos-là, venant de procès-verbaux signés par les intéressés, je dis, et pour me reprendre, comme ce que j'ai dit à l'entame, je ne peux pas qualifier ce qui s'est passé. Mais j'ai une forte conviction qu'il s'est tramé quelque chose. Ok, mais c'est ce qui est important à retenir. Moi, c'est ce que je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, vous avez dit que pour vous, le procès ne s'est pas déroulé de façon normale. Qu'est-ce qui, pour vous, n'a pas été normal dans ce procès? Le procès, à partir du moment où il y a eu des déclarations, nous n'avons pas accès à ces déclarations. C'était lu. Oui, d'accord, mais ça, c'est dans la salle. Mais à partir du moment où on est rentré dans le procès, rendu compte. Donc, à partir du moment où on est rentré dans le procès normal, c'est-à-dire, on est allé maintenant... comment on appelle ça? L'ultime instruction, c'est au cours du procès. Voilà, l'ultime instruction. Oui. À partir de ce moment, on doit tout faire pour que les choses soient normales. Je vais vous donner un simple exemple. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là, mais je ne comprends pas. Pourquoi, pour un procès de ce genre, on sélectionne une présidente de la Cour qui peut susciter problème, qui peut susciter débat. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas ça. Vous pouvez dire, par exemple, et vous avez raison de le dire, mais pourquoi pas? Mais moi, à la place de la justice, on aura tout fait pour que ce procès-là, ça soit dans la neutralité, que la composition de la Cour soit dans la neutralité la plus extrême possible. Est-ce que d'autres vous disaient par exemple que même les juges qui étaient devant Olivier Bokor aussi, on pourrait les soupçonner aussi au regard peut-être de passé qu'ils avaient nourri autrefois avec Olivier Bokor? Mais écoutez, vous avez écouté vous avez écouté le procureur ces spécial. arguments, attendez, oui, mais attendez. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'autres aussi qui ont nourri ces arguments deviennent d'iniquité. Ces arguments deviennent partisans. Moi, je vous dis, c'est la nation, quoi. Oui, justement, par rapport à la nation, on aurait attendez, il n'y a pas que... On aurait peut-être dû enlever le procureur spécial aussi. Attendez. On aurait dû enlever le procureur spécial aussi. Non, le procureur spécial, tout le monde connaît son domaine de définition. De quoi nous parlons? Je parle de juges. Je parle des juges. Des personnes qui sont assises pour reconnaître des faits et décider. On devrait tout faire pour que ça ne soit pas du tout objet de polémique. Ce n'est pas parce que le Bénin, le Bénin n'a pas que ses juges. Le Bénin n'a pas que ses juges. Et nous devons, c'est vous qui m'avez dit ici la dernière fois, qu'on a dit que le pays est au-dessus de tout le monde. Donc, il faudrait à un moment donné commencer à savoir que on doit faire des choses et mettre les choses au-dessus de tout le monde. Est-ce que vous avez connaissance de noms qui auraient dû intervenir et qui auraient cette neutralité dont vous évoquez? Pardon? De noms. De noms de juges? Pourquoi moi je vais donner de noms de juges? Non, donc le Bénin n'a plus de juges que les juges qui se sont assis là. Qu'est-ce qu'il a reproché concrètement à cette présidente, selon vous? Moi, je ne lui reproche
rien de ce qui a été dit, ce qui a été dit des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs pourquoi les avocats se sont déconstitués, n'est-ce pas? C'est qu'il y a une certaine proximité entre l'accusation et cette personne. Il faut se mettre au-dessus de ça. Quelle proximité? Attendez. Moi, je ne peux... Vous savez, il a dit tout à l'heure que, après avoir suivi tout, qu'il s'est dit que quelque chose se tramait. Mais s'il n'y a rien... Quand vous avez suivi attendez, s'il n'y a rien... Non, je ne vais pas répondre à votre question, mais moi, je dois dire ce que je vais dire. Oui, s'il n'y a rien à reprocher au juge, je ne pense pas que tous les avocats se seraient déconstitués. Et à partir de cet instant, pour moi, ce procès, on devrait le mettre au-dessus de tous. Nous tous. Il ne faut pas dire parce qu'on peut reprocher aussi à celui-ci, donc on doit faire comme on veut. Non, il faut mettre le procès au-dessus de tout le monde. Et aller vers des juges. Des juges, il y en a. Je ne sais pas si le Bénin a 3 ou 5 juges, ceux-là seulement qui se sont assis pour juger. Mais je crois, à mon humble avis, que le Bénin a plus de juges que ça. Et il faut aller puiser dans la réserve, s'il le faut, la réserve la plus extrême, pour qu'on ne dise pas du tout que cette personne-là est soupçonnée de ci ou de ça. Et ça n'a pas été le cas. Et pour moi, c'est déjà un problème. Un vrai problème parce que, vous voyez, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire de ce que... Et d'ailleurs, vous avez suivi la démonstration de mon ami Distel. Distel, oui. Et il a dit, on a dit que les mouvements, que l'argent devrait servir à alimenter les mouvements OB26. Et que OB lui-même a dit qu'il ne reconnaît pas ces mouvements. Jamais de la vie, moi je n'ai encore entendu OB reconnaître ces mouvements-là. Et donc, moi je ne sais pas... Mais est-ce que pour vous, la justice se rend sur la base exclusivement de choses déclarées ou de preuves matérielles, irréfutables? Mais justement, moi je cherche la preuve. Donc, les preuves matérielles, vous avez dit utiliser les bons mots, quoi. Alors, matériel, irréfutable. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Paul Maïressou, je vous sais quand même très critique du régime de Patrice Talon. Non, vous allez répondre en toute honnêteté. Oui. Vous avez vu un peu les procédés de ce régime depuis 2016 à ce jour. Oui. Pensez-vous que Olivier Bokor, qui reste quand même un mythe dans l'esprit de certaines personnes, qu'à travers le pays, durant plus d'1 an, on chante son nom, qu'on suscite sa candidature publiquement et qu'il n'y ait véritablement pas une volonté manifeste et que cela allait prospérer s'il n'y avait pas véritablement un silence consentant? Où est la preuve matérielle dans ça maintenant? Parce que le problème, c'est de trouver une preuve matérielle. Les 250 millions retrouvés chez Ozan Domeki qui dit que ces sous devaient par exemple servir au financement des mouvements OB26. D'abord, moi, je n'ai pas la preuve que les 250 millions ont été... L'ordre a été donné par... non, vous me posez la question, appel, j'ai commencé à répondre que ou bien on arrête. Parce que c'est un sujet, franchement, moi je le dis, il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. On est sincère. Distel est sincère, j'espère. Bon, il est peut-être sincère, mais chacun jugera de l'argument que chacun de nous avance sur ce plateau. Il y a des choses... Attendez, je vais peut-être trahir une confidence, toujours pour vous laisser parler. Je vais peut-être trahir une confidence. Je sais quand même qu'à l'éclatement de cette affaire, j'ai vu Distel Amoussou quand même beaucoup peiner pour opiner cette affaire. Nous l'avons tous vu, il est venu sur le plateau ici avec nous. Voilà, il n'a pas vu plusieurs fois, les prises en cause avec lesquelles quand même il avait quand même beaucoup d'acquaintances, il était quand même très intime avec eux et qu'il en arrive à en parler ainsi. Oui, mais Distel a son niveau d'appréciation des faits avant de dire c'est comme ça. Moi, j'ai mon niveau d'appréciation des choses. Moi, mon niveau d'appréciation, c'est pas le niveau d'appréciation de Distel. Et donc, moi, ce que je dis, nous avons parlé de preuves irréfutables et jusque-là, moi, je dis, c'est un camp qui a parlé, l'autre camp, je ne l'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu. Et le procès on aurait pu prendre le temps parce que la vie des personnes, et d'ailleurs, regardez, le procès s'est terminé comment maintenant? Le procès s'est terminé sur les condamnations de milliards. Vous imaginez? Condamnation de milliards. Et c'est la vie, c'est tout ce que quelqu'un a fait dans une vie qui part en fumée à travers ça. Et donc, on aurait dû prendre le temps, prendre le temps nécessaire pour faire un procès, et un procès
au-dessus de tout soupçon et de tout doute. 2, on aurait dû éviter tout ce qui va concourir à dire telle personne est proche de ci, c'est pourquoi ça. Et on aurait dû éviter tout ça et nous permettre d'avoir un procès objectif. Moi, je ne suis pas un soutien de OB26, et rappelez-vous bien, je ne suis pas un soutien de OB26 et je ne suis même pas, si vous dites que je critique le président Talon, donc je critique OB. S'il était candidat, et vous aurez vu comment j'aurais été vert dans la critique contre lui dans ce pays. Mais moi je dis, ces choses-là, la justice, elle est la même pour nous tous. Pour nous tous. Et nous devons faire tout pour que chaque fois qu'il y a un cas, que ce ne soit pas on doit condamner. On a comme l'impression que la machine, dès qu'on rentre dans le couloir, on doit aller à la condamnation. Et puis ça aboutit nécessairement à la condamnation. Ça tombe 20 ans, ça tombe 10 ans, ça tombe... Distel Amoussou, vous avez suivi à l'instant votre vis-à-vis en la personne de Paul-Marie Ouissou, qui estime qu'on aurait dû pas passer... la présidente, qu'on devait choisir d'autres juges. Pour lui, il y a toujours des doutes. Après le déroulé de ce procès-là, pour lui, il n'y a pas équité. C'est ça, hein, que ça a été un peu déséquilibré. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, ce que dit docteur Paul-Marie Ouissou, symptomatique des griefs contre notre justice. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela ne date pas de ce procès. Cela ne date même pas du procès de Joël Aïvor, cela ne date pas du procès de Rikiat Bandougou. Les justiciables ont hélas le sentiment que notre justice porte des tares qui hélas jettent de l'opprobre sur les décisions qui sont rendues. Et lorsqu'on connaît le pédigré, n'est-ce pas, de ces accusations, de ces griefs, on ne peut que regretter ça. Car en réalité, la présidente dont la désignation est querellée, on dit qu'elle serait proche du chef de l'État, président de la République. Mais dans cette cause, Patrice Talon n'est pas parti. Patrice Talon n'est pas parti dans cette cause. Et si on devrait suivre la même démarche, le procureur spécial, lui-même, il a exprimé sa gêne. Il a même dit qu'il était dans une sorte d'embrouillamini cornélienne. Voyez-vous? Et donc, lui-même reconnaît qu'il reconnaît les personnes mises en cause. Nous sommes quand même au Bénin. Et nous savons, nous connaissons le fonctionnement du régime de la rupture. Et nous savons le rôle qu'a joué M. Oswald Bokor. Olivier Bokor. Pas Oswald Bokor. Oui, vous sentez la peine en moi, la gêne en moi. J'en ai le cœur en lambeaux, je le dis. Tout le monde connaît le rôle et la puissance, le poids d'Olivier Bokor sur le régime. Quand nous prenons l'administration... Sur ou dans le régime? Sur et dans le régime. Sur et dans le régime? Sur et dans le régime. Ah bon? Comment ça? Voyez-vous, si nous prenons par exemple l'administration, s'il vous plaît, combien de cadres au Bénin vont dire qu'ils ne doivent pas leur positionnement, leur nomination à l'influence de M. Bokor? Très peu. Les cadres de l'administration? Toute l'administration, s'il vous plaît. Toute l'administration. Si je prends l'armée aujourd'hui, si je prends le monde économique, le monde des affaires, pour quelqu'un qui a été à ce niveau, le chef de l'État lui-même n'a pas renié l'amitié d'Olivier Bokor. Et il en a parlé spécialement
C'est pour vous dire que celui dont on parle, il n'est pas un péché d'avoir été avec lui. Il n'est pas un péché d'avoir été proche avec lui, proche de lui. Et je donne l'exemple du procureur spécial lui-même. Mais lorsqu'on arrive à demander à la juge de se déporter, à la présidente de se déporter, je dis qu'il y a quelque chose de gênant. Est-ce qu'on veut avoir à cette place-là une personne, un président ou une présidente qui pourrait regarder dedans? Non. Merci à vous, Distel Amoussou. Il faut quand même dire que personne n'a dit même qu'on doit même mettre... La juge, la présidente, elle est désignée de quelque part. Attendez, la présidente, elle est désignée de quelque part. Moi, je ne connais pas le fonctionnement. Ah, bon, voilà. Je ne sais pas comment ça se définit. La magistrature suprême devrait statuer. Il est là pour nous expliquer. S'il vous plaît, je ne connais pas. On désigne. On ne se constitue pas juge, n'est-ce pas, dans une affaire. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, mais justement, tout ce que moi je dis, il n'y a pas que 5, 3, 4 juges au Bénin. Et il fallait tout faire pour ne pas avoir ces choses-là à reprocher. Ce débat me rappelle le Premier ministre Nicéphore Dieudonné Soglo à la sortie de la conférence des forces vives de la nation. Il devrait former son gouvernement. Et il a confessé publiquement au cours d'une conférence de presse que toutes les fois qu'il choisissait un nom, un profil, un nom, la personne est très de qualité, avec un beau profil et tout, mais il y a toujours quelqu'un pour venir lui dire, ah non, il est proche d'eux, et il est mêlé à tel dossier, et il changeait. Bon, et il reprenait à chaque fois. Merci à un moment donné, s'il vous plaît, nous devons faire je vais finir. Notre justice. Je vais finir. Alors, je vais finir. Lorsque je vous ai dit, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le débat que vous menez là, c'est le débat de la justice globalement, et non le débat de ce procès. Oui, vous avez parlé de la célérité observée dans le jugement de cette affaire-là. Je suis d'accord avec vous qu'au même moment, il y a des dossiers de pauvres Béninois, pauvres personnes qui coupissent en prison depuis 3, 5 ans. Leurs dossiers n'ont pas évolué. Je suis très d'accord avec vous qu'il faut regarder de ce côté-là aussi et dire que la justice doit être la même pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point-là. Mais je dis, dans la maison justice, là, globalement, qui ne connaît pas qui n'est pas proche de qui? Merci à vous, Distel Amoussou, pour ces précisions. Apolline Akoutodi, qui est venu en retard ou un peu en retard, on dirait, Distel Amoussou. Un peu, voilà. Voilà. Je me demande si c'était. Je me demande si c'était une invitation de Dieu. Excusez-moi. Il va venir en retard. Excusez-moi, le retard, la porte du paradis se rêve. J'étais occupé sur un autre fonds imprévu, mais lui, il est tellement cher pour moi que je dois être présent. Oui, justement, parce qu'il ne peut pas me partager en deux, malheureusement. Toi, tu es présent ici, tu peux être présent, par exemple, sur Canal 3. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Distel Amoussou. Comment vous allez? Apolline Akoutodi, vous avez suivi un bon nombre de Béninois ce dossier, ce procès complot contre l'autorité de l'État. Oui. Vous, après avoir suivi les témoignages là-bas, après avoir suivi un peu les procédés, qu'est-ce que vous retenez? Et la première chose que je voudrais d'abord que les gens sachent, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. La première chose que je veux que les gens sachent, c'est que la justice a sa façon de fonctionner que le profane ne connaît pas et on se permet de critiquer la justice. Le dossier complot contre la sécurité de l'État ou coup d'État ou tentative de coup d'État, c'est un dossier qui a été retenu en procédure de flagrant délit. Donc que personne ne fasse procès à la célérité du procès. Parce que c'est quand on n'a pas suffisamment d'éléments pour passer au jugement d'un dossier ou d'une affaire qu'on l'envoie à la chambre d'instruction criminelle de la Criette ou bien de la juridiction pénale saisie pour que le juge d'instruction procède à des enquêtes et à des commissions rogatoires pour qu'on ait des éléments convaincants pour pouvoir aller au jugement. Dans le cas d'espèce, le dossier est allé directement en flagrant délit. Ce qui veut dire que le juge, comme le ministère public, ont estimé qu'il y a suffisamment d'éléments
pour pouvoir passer directement au jugement des faits sans passer par l'instruction dans une chambre d'instruction. Cela fait l'objet donc de débats pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le procès a été rapide ici. Non, ça n'a rien à reprocher au bon fonctionnement de la justice. Deuxièmement, l'infraction retenue est comparable à l'infraction d'adultère. L'adultère, c'est l'homme et la femme dans la chambre d'hôtel ou dans l'endroit où ils ont prévu commettre leur infraction. Et quand on dit complot contre la sûreté de l'État, il faut comprendre qu'il s'agit d'infractions dont les éléments constitutifs sont différents en termes de mobilisation, en termes d'administration par rapport aux autres infractions comme le vol, comme ceci et autres là. Le coup d'État ou le complot contre la sûreté de l'État, c'est comme l'adultère. Il vous sera difficile d'établir les preuves si vous n'avez pas certains éléments. Et c'est pourquoi quand on dit on n'a pas permis que les gens fassent ceci, je dis non. Il y a des éléments que nous avons écoutés lors du procès. Lesquels? Je vais vous le dire tout à l'heure. Qui confirme que nous sommes tout au moins avec des actes préparatoires punissables. En droit de la procédure pénale, en droit pénal, quand on parle d'actes préparatoires punissables, ça veut dire que c'est des actes dont la commission concourt inévitablement à la commission de l'infraction et qu'il n'y avait pas repenti tardif. C'est-à-dire que les auteurs qui préparent l'acte préparatoire n'ont pas volontairement interrompu le processus. Ici, quels sont les actes préparatoires, tout au moins sur le plan du droit pénal? Moi, je suis technicien du droit, je ne peux pas faire des débats de critiques subjectives ou profanes du fonctionnement de la justice. Premier acte préparatoire d'un complot contre la sûreté de l'État qui pouvait justifier qu'on les retienne dans les préventions du complot contre l'État ou de tentative de coup d'État. Le fait que M. Oswald Omeki, qui est en mésintelligence politique avec le président de la République, se permette de recevoir le commandant de la garde républicaine. Parce que, dit-il, c'est son ami. Vous ne pouvez pas faire ça. 1 million donné à Teva et Dre par Oswald Omeki. 5 millions. Non, je dis, même moi, je ne peux pas de 1 million. Je ne peux pas de 1 milliard 500 de ceci. Je dis, même 1 million que Oswald Omeki donne à Teva et Dre peut être interprété comme une volonté de l'amorcer, de le faire tomber pour pouvoir le maîtriser, renverser le chef de l'État. Le soudoyer. Parce que vous savez, lorsque vous savez que vous êtes le premier, Oswald Omeki, dans le gouvernement, en tant qu'enfant chéri du président Patrice Talon, vous êtes le premier à dire, en tant que membre du gouvernement qui siège en conseil des ministres, vous êtes le premier à dire que le mieux préparé pour 2026, c'est Olivier Bokor. Vous le dites en tant que celui qui est dans le gouvernement, sans prendre le temps de requérir l'avis du chef. On appelle ça l'indiscipline gouvernementale. Vous avez commis cet impair et ça a coûté votre départ du gouvernement. À partir du moment où nous savons que le président Patrice Talon tient à la charte des partis politiques ou à la réforme du chef partisan et qu'il a dit plusieurs fois que désormais ce sont les partis politiques qui désignent les candidats et que ni l'UP ni le BR qui sont les deux partis de la mouvement présidentiel ne se sont jamais prononcés sur tel candidat. Et toi, Oswald Omeki, tu dis ça, tu es en mésintelligence politique avec le président de la République. À partir de ce moment, 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 oui, mais ce sera à partir de ce moment jusqu'à ce que, oui, mais à partir de ce moment, à partir c'est toi qui as la parole, bien c'est moi qui ai la parole. Non, 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 c'est toi qui as la parole, bien c'est moi qui ai la parole. Non, c'est toi qui as la parole, bien c'est moi qui ai la parole. Non, c'est toi qui as la parole. Alors, Apollinaire, il faut arrêter d'utiliser les mots comme ça. S'il vous plaît. Puisque tu as commis l'indiscipline dans le débat. Tu as commis l'indiscipline, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole et tu m'as arrêté la parole. Tu n'as pas la parole et tu m'as arrêté. Tu es indiscipliné. Tu es indiscipliné parce que pas disparaître. Non, 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 pas rester. Tu vas te taire, je parle. Non, non, non. Tu n'aurais pas dû me couper. Tu n'auras pas dû me couper. Pas respect pour lui. Je ne vais pas utiliser certains mots. Écoute d'abord ma thèse. Merci à vous. Alors, Distel Amoussou, puisque il ne veut pas qu'on progresse. Alors, Distel Amoussou, vous avez suivi à l'instant Apollinaire Akoutodi, qui à l'instant, la police, si vous permettez, la police des débats, c'est moi qui la donne. Voilà. Mais vous ne pouvez pas. Non. Non, mais c'est vous qui l'avez interrompu. Mais pourquoi? Vous voyez, au nom de quoi tu as permis ça? Alors, Distel Amoussou, nous allons progresser dans le débat. Alors, vous avez suivi à l'instant Apollinaire Akoutodi qui
a exposé un peu les fondements de son analyse pour lui. Il a parlé de mésintelligence politique d'Oswald Omeki, il a parlé d'indiscipline gouvernementale de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que tout ceci a concouru à ce que nous avons obtenu? Évidemment que monsieur Akoutoji n'a rien dit de contraire à tout ce que j'ai énuméré ici. Voyez-vous, et c'est ça qui m'amenait à dire que tout au moins quelque chose était en préparation. Voyez-vous, donc à partir de ce moment, moi je ne peux pas condamner la justice pour dire voilà, parce que si quelqu'un devrait le faire, je fais partie de ceux qui devraient vendre debout, n'est-ce pas, dire il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde connaît mes relations avec les deux personnalités, Olivier Bokor, Oswald Omeki. Mais je dis, c'est pas joli. Ce que j'ai entendu dans la salle, pour moi, peut-être de la paix et de la révolte. De la révolte parce que beaucoup de jeunes, de milliers de jeunes béninois, hommes comme femmes, ont cru en cette possibilité-là, en cette démarche qui était derrière objectif, enfin OB 2026. Voyez-vous, aujourd'hui ces jeunes-là sont tétanisés, sont sur les carreaux. Je voudrais profiter donc de l'occasion que vous me donnez de l'homme et du micro et les inviter à garder profil bas, à faire profil bas et à faire les démarches. Parce que étant avec Olivier Bokor ou Oswald Omeki, nous n'étions pas des anti-talonistes. Nous n'étions pas contre Patrice Talon. Au contraire, c'était l'objectif de la pérennisation des acquis de la rupture, globalement, et qui fait que Olivier Bokor était perçu dans la conscience générale comme quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, remplacer dignement et valablement le président Patrice Talon. Parce que le président Patrice Talon lui-même nous l'a vendu. Il nous l'a vendu, ami, proche. Il n'est pas un courtisan, alors, dans ce cas, et pour nous, n'est-ce pas, c'était par déduction, quelque chose comme ça pouvait se passer. Hélas, maintenant, il appartient également à la rupture d'aller à la recherche de ces jeunes-là, de cette jeunesse, des milliers qui ont cru, n'est-ce pas, à cette possibilité, et d'aller les chercher, qu'il y ait une sorte de rencontre, de discussion, d'échange, pour que ces jeunes-là se retrouvent dans la mouvance pleinement à travers les deux grands partis politiques qui sont les soutiens du chef de l'État, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Alors, Paul Rousseau, ça ne s'est pas bien passé, ça a été anormal, les procédés n'ont pas été respectés, mais est-ce que ce procès a des impacts politiques sur la cohésion au sein de la mouvance présidentielle? Bon, je voudrais d'abord quand même dire ceci. Il faudrait que nous évitions d'utiliser les gros mots pour qualifier les gens sur le plateau. Et il faut vraiment le faire. Parce que nous tous, nous pouvons utiliser les gros mots. Mais la discipline et l'éducation que nous on a reçue ne nous permet pas, quand nous avons un interlocuteur en face, d'utiliser des gros mots pour les qualifier. Et ça, sincèrement, je tiens à ça. Je tiens à ça. Je n'ai pas eu, comment on appelle les choses là, tout mon cursus, quelque chose de quelqu'un pour que la personne me dise aujourd'hui un certain nombre de choses. Et ça, il est important parce que nous sommes en train de faire débat ici depuis un certain temps et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer maintenant à nous lancer des invectives de n'importe comment. Ça, je tenais à faire ce point. Maintenant, deuxième chose, la justice, elle est d'abord et avant tout une création de la nation. Et si la nation ne la comprend pas, la nation doit l'éjecter. Comment? Éjecter comment? La justice ne peut pas être un couvent fermé de vaudou, où le commun des Béninois ne comprend pas ce qui se décide. Je ne sais pas si vous comprenez. La justice est avant tout l'émanation du peuple. Elle ne peut pas être l'affaire de spécialistes qui, à longueur de mots, disent des choses qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc la justice, c'est l'affaire de nous tous. Et nous devons pouvoir
analyser et dire ce que dit la justice, nous devons pouvoir tous, de notre position, tous les Béninois, de Toumi à Natitenkou, de Cotonou à Diakotomé, nous devons pouvoir tous parler de la justice. Sinon, ce n'est pas de la justice. 3. Nous avons eu ici, dans ce pays, un procès. Même situation. N'est-ce pas? Où on aurait payé de l'argent à la nièce du président de la République. On lui aurait donné des médicaments à inoculer au président de la République. N'est-ce pas? Nous avons vu tous la conclusion du procès. Donc, quand on dit qu'il y a début de quelque chose, n'a pas toujours abouti à quelque chose. Pour vous, les faits énumérés à l'époque sont asymétriques à ce dont on parle aujourd'hui? Mais écoutez, ou bien nous n'avons pas, nous vivons pas dans le même pays, hein. C'est-à-dire que coup d'État. Non, c'est pas parce qu'on a dit coup d'État. Est-ce que les faits reprochés alors, à l'époque, sont exactement ou typiquement asymétriques à ceux d'aujourd'hui? Les faits. Ça n'était pas le même chef Les faits, attendez. Les faits, d'entre-temps, étaient... Tentative d'empoisonnement. Tentative d'empoisonnement. Donc, tentative de coup d'État. Non, c'est pas la même chose. Enfin, qualifier ça n'importe comment, ça aboutirait à ça. C'est pas la même chose. Alors, tentative d'empoisonnement qui avait un objectif et qui avait aussi son financement derrière. N'est-ce pas? Et cette tentative d'empoisonnement était tellement avancée qu'on a vu des choses, on a exhibé des choses dans ce pays. Mais quand le juge devrait se prononcer par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois quand même que nous sommes dans le même pays. Il a dit non-lieu. Il a dit non-lieu. Et sur la base de quoi? Je vous dis, c'est pas la même chose. Mais Paul Marosso, est-ce que vous estimez aujourd'hui que oui, mais justement, les juges d'hier sont différents de ceux d'aujourd'hui? Attendez. C'est-à-dire, vous avez des doutes sur ceux qui ont jugé aujourd'hui, c'est ça? Attendez. Jusque-là, mais quand même, j'ai été clair dans mes propos. Jusque-là, vous ne pouvez plus me poser cette question-là. Oui, mais attendez, je dis que si on dit qu'il y a préparation de quelque chose, la préparation dans l'assassinat par médicaments, tout ça là. Non. Vous voyez, il faut qualifier les choses. On va le laisser parce qu'il faut vraiment qu'on arrête aussi de s'interrompre aussi pour ne pas. C'est vrai qu'on est dans un débat pour ne pas qu'après on rentre aussi dans des commentaires qui parfois on prend le débat et suscitent des coupures. Oui, allez-y. Je dis, les faits, ce n'est pas les mêmes personnes. Les faits, ce n'est pas les mêmes moyens, n'est-ce pas? Mais ce qui était la situation d'avant, c'était qu'on devrait assassiner le président de la République. Alors, Paul Marosso, lorsqu'on y voit de près, est-ce que vous savez qu'on peut avoir le même chef d'accusation et avoir des éléments de preuve divers? Par exemple, on parle de complot contre l'autorité de l'État au Bénin, au Togo, même peut-être au Gabon, mais on peut avoir des éléments de preuve différents et donc des jugements divers. Oui, mais je voudrais savoir, puisque ce dont nous parlons, c'est le complot contre la sûreté de l'État, mais c'est aussi l'assassinat du président de la République, de l'ex-président de la République. C'est de ça qu'il s'agit dans les deux cas. Qui aboutit à un non-lieu. Dans les deux cas, ce qui aboutit, à Cotonou, qui a été déclaré non-lieu par un juge. À Cotonou, comme à Paris. Oui, donc, oui, par des juges, ok, à Cotonou comme à Paris. Voilà. Par des juges, n'est-ce pas? Ok, c'est les juges qui prennent des décisions. Alors, donc, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ce qui est poursuivi par ceux qui ont commandité l'assassinat du président dans le temps, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État pour vous. Et ce qui est prémédité aussi, c'était le cas. Mais ce qui est important pour moi à retenir ici dans ce cas, et c'est pourquoi je dis qu'on doit prendre le temps de juger cette affaire avec minutie. Minutie, oui. C'est que jusque-là, il n'y a que les 250 millions dont vous venez de parler, qui viennent de location et qui seraient donc par déduction
Non, les numéros de série ont été retrouvés. Les numéros de série de quoi? Lorsqu'on fait de gros retraits à la banque, il y a des numéros de série. Oui, bien sûr, mais ce que je dis, jusque-là, monsieur Olivier Bokor n'est pas mêlé de ce que vous pouvez dire que oui. On parle d'un bail, d'un de vos immeubles. Oui. Et que on veut vous envoyer les fonds. Il ne s'agit pas de 250 000 francs CFA, ni de 25 millions. On parle de 250 millions de francs CFA, c'est le quart du million. Bon, on vous envoie ces fonds. Oui. On vous envoie ces fonds et que vous n'avez pas connaissance de leur destination. Quelle que soit la démonstration que vous allez me faire maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous savez si les 250 millions là, si c'est ça qu'on paie chaque mois à monsieur Olivier Bokor, est-ce que vous savez comment, où ça allait avant? Donc, moi, ce que je dis et ce qu'il faut retenir de ce que moi j'ai dit sur cette affaire jusqu'ici, je ne dis pas que la justice, elle s'est mal prononcée, elle a mal fait ceci, mais je dis sur tout le processus, il y a des problèmes. Et ces problèmes ne nous rassurent pas, nous, citoyens. Et la justice, c'est notre institution, c'est pas l'institution d'un groupe d'individus désignés. Merci. Donc, à partir de cet instant, nous devons pouvoir, bien en parler. 2, nous devons exiger que les preuves soient irréfutables dans une affaire surtout qui engage la vie des gens. Vous voulez réagir très rapidement avant que je revienne à Paulina Kotodji? On va conclure ce sujet. Assez de temps de parole, oui. Oui, juste pour dire 2 choses. Chaque qualification requiert, n'est-ce pas, une liste d'éléments constitutifs. Et je crois savoir que pour ce qui concerne la tentative d'empoisonnement, les éléments constitutifs exigibles ne sont pas les mêmes que pour ce qui concerne le complot contre l'autorité ou contre la sûreté de l'État. Alors, donc, je ne vois pas de similitude entre les 2 qualifications, donc les 2 procès. Les 2 procès. Mais ce que je continue de dire, c'est que c'est une situation malheureuse et il conviendrait que, au lieu que cela ait d'impact négatif sur la mouvance, nous puissions travailler à ce que l'union, n'est-ce pas, s'instaure pour que demain nous n'ayons pas des élections en 2026, par exemple, dans un climat, dans une atmosphère disloquée, dans un climat de Olivier Bokor contre Patrice Talon, comme on l'a eu d'ailleurs en 2016. Et après aussi, Patrice Talon contre Boni Yahi. Faut pas que le paradigme, n'est-ce pas, change de cette façon-là. De cette façon-là. Merci à vous. Il faut travailler à maintenir le bloc, n'est-ce pas, de la mouvance. Apollinaire Kotodji, vous êtes juriste consultant. Dites-nous, lorsqu'on parle de complot contre la sûreté de l'État, qu'est-ce que l'on peut retenir de façon subséquente? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Kader. Je voudrais, avant de répondre à vos questions, faire certaines mises au point. Du point de vue des faits en cause dans le dossier Olivier Bokor-Ozadoueki. Allez-y très rapidement. Oui, nous sommes dans ce dossier avec une infraction totalement différente de la tentative d'empoisonnement sur la personne de Boni Yahi, chef de l'État à cette époque. Ici, 2 choses restent que nous puissions élucider dans la tête des Béninois. Parce qu'il ne suffit pas, parce que je ne connais pas comment un système fonctionne, je dis ce que je veux pour jeter le discrédit sur le système. Non. Ne jetons pas de discrédit sur notre justice dans l'affaire Olivier Bokor-Ozadoueki. Pourquoi? 1. La présence des avocats de Olivier Bokor et d'Ozadoueki au procès a été interrompue volontairement par les accusés. Donc, ils n'ont pas été jugés d'abord sans avocat. Ce qui a fait que j'ai été très heureux quand la Cour constitutionnelle a constaté que le barreau n'a pas joué son rôle. Et le barreau s'est défendu pour dire les personnes accusées ont dit qu'ils ont les moyens pour prendre d'avocat. Donc ici, ils n'ont pas d'avocat à leur côté. Ce n'est pas nous. La commission d'office n'a pas d'avocat, n'a pas failli. Donc le procès a été équitable, régulier et contradictoire. Avec toutes les garanties de défense. Ça fait un. 2. Au niveau de l'administration de la preuve, pour savoir s'ils sont coupables ou pas,
Il suffit de prendre un élément central de la personne, de la personne centrale de l'orchestration de cette affaire de coup d'État ou de tentative de coup d'État ou de complot. C'est la personne de Oswald Moki. Sur l'utilisation des 1,5 milliard, il a eu près de 4 différentes déclarations. En criminalistique, c'est grave. Vous êtes un ministre, vous avez été un ministre, donc un cadre de l'administration. Et devant la justice, vous avez au moins 3 différentes déclarations à propos de l'usage ou de la destination des 1,5 milliard. Ça pose un problème de conscience. Donc, je ne vois pas la justice... Pas Olivier Bokor. Olivier Bokor, justement, vous savez que dans le processus du déroulement de ce procès, il a été établi que tous les fonds qui ont été mis à la disposition de Oswald Moki l'ont été directement du beau-frère de Olivier Bokor, M. Roch Neri. Et la pratique est connue. Donc, comment se fait-il que lui, il a automatiquement pris la tangente et le procureur a tiré les conséquences de sa fuite pour dire que la fuite de Roch Neri trahit sa connaissance du dossier. Si Roch Neri a fui, c'est parce qu'il ne veut pas que la justice l'appréhende pour qu'on connaisse certaines choses. Sinon, on va poser la question à Roch Neri. Est-ce qu'Olivier Bokor a été jugé selon vous par déduction? Il n'a pas été jugé par déduction. Il a été jugé sur ce que l'on appelle en droit indices graves et concordants. Lesquels? Quand on parle d'indices graves et concordants, lesquels? Un. Vous avez 250 millions. Tout à l'heure, vous le disiez ça à mon frère, à mon grand frère Marie-Paul Ouessou. J'ai vu qu'il a évité le nœud gordien vers lequel vous l'amenez. Vous êtes propriétaire d'un immeuble dont le revenu locatif fait 250 millions. On vous amène ça, vous dit d'aller donner à quelqu'un. Vous ne savez pas ce que la personne va faire avec l'argent, vous lui envoyez ça? Non. C'est déjà ça là. Et j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole que même 1 million. Il a dit qu'il ne savait pas où l'argent s'est retrouvé. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on soit honnête. On connaît la pensée et le comportement du criminel. Le criminel fait ce qu'on appelle la délégation systématique. Or, la délégation systématique est un moyen de défendre pour nier les faits pourtant évidents. Donc, la justice pénale au Bénin a dit la délégation systématique ne constitue pas un obstacle au juge qui a les preuves d'aller à la condamnation. C'est la Cour d'appel de Cotonou qui a rendu cet arrêt. Donc, nous avons eu une jurisprudence pour battre en brèche pour revenir à ma question de départ, pour revenir à votre question. Quand on parle de complot contre la sûreté d'État, il s'agit d'actes attentatoires à la paix publique, à la stabilité des institutions et à la sécurité du personnel politique ou administratif sensible, notamment le chef de l'État, les présidents d'institutions et autres là. Donc le complot contre l'État en réalité, c'est un acte qui a pour finalité de remettre en cause le bon fonctionnement des institutions par voie de force. Merci à vous, Apollinaire Akotodi, pour ces explications. On va progresser dans le débat. On a vu que cette affaire, ce procès de complot contre la sûreté de l'État a mené Maître Adrien Ngbeji à effectuer des commentaires dans l'opinion à une cérémonie de vœux avec ce qu'on peut qualifier d'ex-militants du PRD, si on peut dire que le PRD n'existe plus et est désormais dans l'Union progressiste. Le renouveau d'ici à la motion, vous avez écouté ces propos du patriarche, si on peut le qualifier ainsi, de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, il s'agit là d'un cri de cœur, d'un coup de cœur ou d'une manœuvre politique? Non, le patriarche a été manipulé. Il est manipulé ou il veut manipuler? Il a été manipulé, il a été l'otage de personnalités politiques autour de lui. Qui ne pouvant pas prendre position ouvertement et dire ce qu'ils pensent, de peur d'en répondre, on fait dire des choses au patriarche. Maître Adrien Ngbeji, c'est un juriste de haut niveau, anciennement magistrat et puis avocat au barreau de Cotonou, au Gabon, en France, que sais-je encore. Il connaît donc la matière justice, voyez-vous, et il ne peut pas se hasarder à dire des choses d'aussi grande légèreté, voyez-vous. Et par le passé, il avait déjà une posture invitant, n'est-ce pas, le Bénin à prendre sérieusement en main des réformes pour assurer le développement. C'est lui qui nous a parlé de gouvernance de pays fragilisés, fragmentés, banalisés, descendus de son piédestal, où tout était à refaire. Non, écoutez, ce qui s'est passé, je vais vous l'expliquer. Vous savez, le PRD
l'ancien parti politique donc de Maître Adrien Oumbédi s'est phagocyté au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Et ce que vous avez dit que je vous coupe encore, mais est-ce que le PRD existe encore selon vous? Mais non. Ok, allez-y. Mais non, à tout point de vue. Donc phagocyté au sein de... Non, légalement. Je dis à tout point de vue. Donc phagocyté au sein de l'Union progressiste le Renouveau, mais ce qui s'est observé ces derniers jours et qui a en fait fâché les lieutenants, les anciens lieutenants du PRD proches de Maître Adrien Oumbédi qui l'ont, n'est-ce pas, embrigadé et l'ont pris en otage pour le faire parler, c'est quoi? Le président de la République a nommé des ministres conseillers. Point de PRD originel. Le président de la République, l'Assemblée nationale ont envoyé des gens au Conseil économique et social. Point de PRD originel. Voyez-vous, il y a eu une nomination d'ambassadeur. Point de PRD originel. Donc, ils se sont dit, mais écoutez, dans cette opération, nous partons perdants là. Apparemment, on se fait Parce duper. que c'est quoi? Comme dans les grandes formations politiques partout aux États-Unis, en France, partout, il y a toujours des courants. Vous prenez l'Union progressiste Le Renouveau, vous aurez le courant RP, n'est-ce pas, avec à sa tête Lucas Tropo. Vous aurez le courant Union fait la nation, avec à sa tête Bruno Amoussou. Vous prenez par exemple le bloc républicain, vous aurez l'Alliance ABT Tabati Taba, vous aurez FA Lafia, vous aurez Jacob. Donc de toutes les façons, ces affinités restent. Mais dis lorsqu'il dit... Et donc quand il y a domination, il y a partage, on se regarde, on dit mais c'est... Voilà. C'est toujours eux qui prennent. Lorsqu'ils disent que ce qui s'est produit là, ce sont les conséquences de l'exclusion, comment vous interprétez cela? Je dirais peut-être le mécontentement de n'avoir pas reçu sa part. De n'avoir pas reçu sa part. Voyez-vous? Merci. Et c'est ça qu'il a voulu exprimer. Mais il a oublié. Il a oublié qu'il a un rang. Il a oublié qu'il a un statut. Et il a oublié qu'il a un certain âge. Et pour celui qui connaît le personnage, tout au moins de 1990 à ce jour, pour ce qui me concerne, ça n'est pas pour rien que feu Albert Tevo Edjere l'a surnommé Amancet, du nom de ce serpent de l'anthologie qui, dit-on, avait 2 têtes et pouvait, n'est-ce pas, surprendre, surgir et frapper tant qu'il a fait. Paul Maïwessou, voyez-vous donc sur ces mêmes déclarations de Maître Adrien Oumbédi. Bon, j'ai écouté vraiment Distel avec patience, bien sûr. On fait cet exercice maintenant. Et vous voyez que l'atmosphère est agréable. Je constate qu'il est passé à côté. Et comme tout le monde, même le porte-parole du gouvernement, ils sont passés à côté. Ok. Quelqu'un sort, tient des propos. La substance de ce que la personne dit n'intéresse plus. On va regarder dans son passé. On va regarder dans son histoire. On va regarder ceci, on va regarder ça. Alors, rentrons dans l'histoire. Rentrons dans l'histoire, puisqu'il a parlé de l'histoire. Adrien Oumbédi, c'est celui-là qui, avant les élections 2016, avant les élections de 2016, a déclaré que lui, il a refusé de donner la main du PRD à un commerçant pour diriger le pays. Il ne faut pas l'oublier. Deuxième étape, c'est l'étape où... deuxième étape, c'est l'étape où il vit une déroute électorale parce que sa base est allée du côté contraire au côté que lui, il demandait. Puis, il s'est dit, bon, donc pour survivre, il faut rester collé à sa base. Survivre. Ah oui, merci. Bien sûr. Non, merci pour le mot. Bien sûr, bien sûr. Il faut rester collé à sa base. Mais rester collé à sa base, comment? Il a dit, moi, je ne ferai plus l'opposition. Je l'ai fait toute ma vie. Maintenant, je ne ferai plus l'opposition. D'où, naturellement, en janvier 2018, cette déclaration de
pays descendu de son piédestal, pays ceci, pays cela. Donc c'était des propos opportunistes. Ben, c'était des propos pour survivre. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'était pas un discours sincère. C'était pas un constat franc. Moi, je ne peux pas juger de la sincérité, mais je vous dis les faits. C'était pas un constat franc. Je vous dis les faits d'une position externe à lui. OK. Alors, donc, maintenant, il arrive que on devrait faire les élections en 2019. Il faut pas l'oublier, l'étape d'humiliation grave qu'il a eue, publique. Au palais de la Marina? Bien sûr. Faut pas l'oublier. Et que c'est une étape d'exclusion. N'oubliez pas ces choses, ces phénomènes. Parce que quand vous analysez, vous allez puiser dans ce qu'il a dit. On a besoin de réformes. Oui, bien sûr. Il a épousé cette idée-là parce que finalement, son électorat a dit c'est ça que je veux. Mais des réformes qui arrangeaient le PRD. Mais des réformes qu'il pensait devraient arranger le PRD. Bon, maintenant, pourquoi encore que lui dit que il a oublié son âge, alors que la personne a dit son âge en parlant. Il a dit son âge. Il l'a dit. Donc, il ne peut pas avoir oublié son âge. Paul Maïrissou. Oui, non, je veux dire, Adrien Ngouedi a dit son âge en parlant. Il a dit à 83 ans ou bien à 82 ans, je ne sais plus trop, que lui n'a plus rien à faire chose là. Donc, moi, je dis, la substance du discours de Maître Adrien Ngouedi, c'est l'espoir qu'on avait et là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, doit-on reprocher à quelqu'un qui avait un espoir, qui a nourri un espoir, qui a vu une certaine société de liberté, de prospérité, de dire à un moment donné, à une étape donnée, oui. Attention, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Doit-on lui reprocher ça? Moi, je n'en sais rien. Si la personne s'appelle Adrien Ngouedi. Non, merci. Du tout. Oui. Alors, Apollinaire Apotoadi, merci d'être resté au calme, d'avoir suivi un peu les uns et les autres. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de M. Adrien Ngouedi? Merci beaucoup, M. Kader. Je suis désolé d'analyser avec cette légèreté aussi grave de la part de M. Marie-Paul Ressou ce comportement de M. Adrien Ngouedi. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas qu'on oublie. Le président Adrien Ngouedi est victime d'une crise de personnalité. Et ça a commencé depuis 1996. Je ne vous apprends rien. Si le président Ngouedi pouvait comprendre et tirer leçon du passé, que son instabilité ontologique, c'est-à-dire dans son être, dans sa personne, explique pourquoi son parcours politique et le parcours politique de son parti n'ont pas été glorieux, il aurait comprendre que ce qu'il a dit le 2 février est politiquement scandaleux. Comment scandaleux? Très bien, je ne suis pas mouvementé, je ne suis pas opposant, je suis un objecteur de conscience. Lorsque vous voulez nous montrer votre image politique, pourquoi on l'a appelé à Marseille? On l'a appelé à Marseille à cause de ce revirement spectaculaire au profit de Kérékou en 96. On ne s'attendait pas que le président Ngouedi, après tout ce qu'on a vécu sous Kérékou, on ne s'attendait pas qu'il donne le suffrage du PRD à Kérékou. Et c'est ça qui a fait que le Béninois a commencé à avoir une certaine antipathie pour lui. Alors, si le président Ngouedi pouvait tirer le leçon du passé de son histoire politique, c'est parce que il n'a pas pu avoir ce qu'on appelle la définition d'une personnalité politique stable, fiable, qui résiste aux intempéries ou aux ambitions. Alors je suis désolé. Ce qu'il a dit est scandaleux pour deux raisons. Première raison, vous êtes d'une formation politique. Même si tous vos intérêts ne sont pas pris en compte, personne ne dit que dans une formation politique, tout le monde est satisfait. Je ne peux jamais le dire. La belle preuve, c'est qu'il fit un temps beaucoup de démissionner de l'UPR pour dire qu'ils n'ont pas été satisfaits, leurs combats n'ont pas été récompensés. Donc, je comprends que chacun puisse être mécontent. Mais, lorsqu'on sait que vous êtes jusqu'au moment où vous parlez, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, et que on vient vous présenter les vœux, et que vous avez pour président de votre parti le professeur Joseph Diogbenou, et que vous savez que vous avez au moins un membre fondateur du PRD qui est au gouvernement en tant que ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, je crois que s'il a tant de griefs à formuler contre la gouvernance du président Patrice Talon, le cadre pour le faire, ce n'était pas cette occasion d'un vendetta politique. C'est ce que j'ai compris. Donc c'est scandaleux. Deuxièmement, lorsque nous savons que le président Ngouedi a été puni d'une façon ou d'une autre par son comportement
Parce qu'on sait que en mai 2015, il a été élu président de l'Assemblée nationale avec la caution et le soutien du président Patrick Talon. Alors, vous êtes soutenu par quelqu'un qui a dépensé pour que vous soyez... En politique, on parle de partenariat. Non, attendez, je parle de crise de personnalité politique. Lorsque Akoutoudi est resté ce qu'il est, ça permettra même à mes ennemis de savoir qu'à lui, il est comme ça. C'est ça qui permet de savoir que voilà l'être qu'on a. Koumbedji ne définit pas sa personnalité. Il change au gré des circonstances et des intérêts. Lorsqu'on sait, je finis là, oui. Lorsqu'on sait que vous êtes à l'intérieur du système et que vous avez même un ministre au gouvernement, ce que vous avez dit, vous avez la discipline, vous avez géré le pays pendant des années, vous savez ce qu'on appelle la discipline du parti. La discipline du groupe aussi. Du groupe. Il aurait dû, s'il a tellement de mécontentement dans la gouvernance, ce qui est normal, il n'est pas le premier qui a critiqué la gouvernance en tant que mouvancier. Il a le président du parti, Djokbenou. Il a la possibilité de rencontrer le président Patrick Talon pour lui faire des observations. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec monsieur Dissel Amoussou que certainement il a été manipulé pour être le porte-voix de ceux qui veulent qu'on entende ce son de cloche. Alors, Dissel Amoussou, au lendemain de ces propos, on a vu une forte et consistante délégation du parti politique Union Progressive Le Renouveau rendre visite à Maître Adenon Koumbedji et on a dit que c'était pour présenter les vœux de Nouvel An en février. Oui, il vous a échappé que cette délégation... Excusez-moi, au lendemain, un ex-PRD est nommé porte-parole du parti. Il vous a échappé que avant de se rendre au domicile du président Adrien Koumbedji, j'ai aperçu une forte délégation, comme vous le dites, du parti de l'Union Progressiste Le Renouveau au domicile du président Bruno Amoussou. Il y avait pour la circonstance... Mais il y avait d'autres cadres là. Le président Nago et j'en oublie. Voyez-vous, certainement que la direction de ce parti avait son agenda, avait son calendrier. Voyez-vous, et comme ceux qui ont pris Maître Adrien Koumbedji en otage étaient au courant de ce calendrier, ils ont dû frapper leur coup avant que le tour de l'arrivée de cette délégation-là au domicile de Maître Adrien Koumbedji ne vienne. Mais Dissel Amoussou, ma question, pourquoi, toujours dans votre raisonnement, pourquoi ils vont chez Maître Adrien Koumbedji à part et vont chez Bruno Amoussou en présence de Maître Abraham Zinokwe, de Antoine Djikola Olé, avec autant de sages aussi. Pourquoi on le met à part? Pourquoi on va le rendre visite à part? À un moment où on parle d'unification, d'unité. Vous m'amenez à jeter un regard dans le rétroviseur et aller convoquer l'histoire politique de notre pays. Il y a un problème de cohabitation? Les jeunes peuvent ne pas savoir que entre Bruno Amoussou, PRD et PSD, Parti social-démocrate, et Maître Adrien Koumbedji, PRD, depuis 1990, en tout cas, ça n'a jamais été la lune de miel. Et l'Union Progressive Le Renouveau n'a pas toujours résolu cette crise-là? Et si vous observez, il a fallu, n'est-ce pas, l'arrivée de Joseph Djokbenou, président à la tête de l'Union Progressiste Le Renouveau, avant que le PRD n'intègre l'Union Progressiste Le Renouveau. L'UP, devenu UP Le Renouveau. UP qui est devenu UP Le Renouveau. Voyez-vous. Donc, entre les deux patriarches, Bruno Amoussou et Adrien Koumbedji, ça n'est un secret pour personne, en tout cas pour aucun observateur de la vie politique de notre pays. Les deux ne s'entendent pas et ce n'est pas demain qu'ils vont s'entendre. C'est pas demain qu'ils vont s'entendre. Voilà, c'est clair. Voilà. Paul Maïressou, on sent que Maître Adrien Koumbedji menace qu'il pourrait reconstituer son PRD. Il y a un point, excusez-moi, il y a un point que j'ai oublié. Vous avez parlé de la nomination de M. Aoyo Parfait. Comme porte-parole. Porte-parole, oui. Justement, au lendemain de cette visite. De cette visite-là, oui. Cela vient corroborer ce que j'ai dit. Pour dire que il y a des cadres, les mentors, n'est-ce pas, du PRD qui étaient en pole position, ne se retrouvent plus aujourd'hui dans les positionnements, ni au sein du parti, ni dans les instances du gouvernement. Donc, du coup, il y a fâcherie. Il y a bouderie. Paul Maïressou. Oui, moi j'ai écouté. J'ai écouté avec intérêt quand même tout ce qui a été dit. Mais alors là, nous sommes plus en politique. Nous sommes dans les couvents. Si quelqu'un ne peut pas s'exprimer publiquement sur ce qu'il ressent,
nous sommes dans les couvents, nous sommes dans les murs des sectes. Mais il y a un couvent écoutez, Donald Trump, attendez, ça va si vite que vous ne suivez pas souvent ce qui se passe maintenant. Donald Trump, non, je suis. Non, ça va si vite, je dis avec Donald Trump, hein, je ne dis pas sur le plateau. Mais il y a tellement de choses qui passent. Non, il y a des choses, mais même si vous suivez maintenant, vous serez pris de court par la vitesse des événements. Donald Trump voulait nommer, mais je me rappelle plus très bien qui c'est, et qu'il voulait nommer récemment. Son parti et les membres de son parti, les députés de son parti ont dit clairement, si telles conditions ne sont pas réunies, nous on ne va pas voter pour. Parce que justement là-bas, on ne vous nomme pas seulement, si on vous nomme ministre ou à un poste, en tout cas poste public, vous devez recueillir l'avis du Parlement par vote. Vous voyez à peu près. Ça a changé quoi en Amérique? La politique, c'est l'espace normalement où on devrait savoir ce que pense chacun. Vous voyez à peu près. Parce que quand on sait, et c'est justement ce dont il parle, parce que quand on sait ce que pense chacun, quand chacun peut s'exprimer, vous voyez, Olivier Bocor ne s'est jamais prononcé sur OB25 qui animait notre pays pendant longtemps, mais brutalement on dit qu'il est patron de ça. Vous voyez à peu près. Et vous voulez comment je crois à ça? Moi, je peux pas croire à ces choses. On n'a pas dit qu'il est patron de ça. Ah mais c'est bon. En tout cas, revenons simplement à ce qui se dit, c'est que la politique n'est pas une activité de couvent. L'espace politique, l'espace public, non. Il y a des décisions au sein du parti qui sont des choses de couvent, mais l'opinion de l'individu politique n'est pas un élément de couvent. Je vous sais universitaire, oui. Et je sais qu'à l'université, la discipline, c'est une grande... mais c'est là même que si vous avez des opinions aussi graves que ça, que ce qu'il a dit, rappelez-vous la substance. Rappelez-vous la substance. Il y a un canevas pour exprimer ses opinions. Quel que soit le canevas que vous utilisez à l'université, vous publiez. Ou bien, vous publiez. Mais attendez, quel que soit, ce qui est important à retenir de ce que Maître Arungwedi a dit, c'est la substance. Et vous rentrez dans le peuple béninois, il y a beaucoup qui ont porté le même rêve que lui et qui ne sont pas satisfaits. Et c'est ça qui importe. Des gens comme vous, merci d'avoir relaté cette opinion. Apollinaire Kotodji, ma question pour conclure, est-ce que pour vous, juridiquement, le PRD existe encore? Avant que je réponde à votre question, il faut que je puisse... Avant que je réponde, oui, je ne vais pas être long. Avant que je réponde à cette question, il faut que je puisse dire à M. Marie-Paul Ouessou que il n'est pas question ici de contester ou de débattre du bien fondé ou de la pertinence de ce que le président Ngwedi a dit. Mais c'est de ça qu'on parle. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est la question que nous avons. Non, mais alors, sinon, je me suis trompé. Non, un instant. Un instant. Parce que là, ça me dit que je n'ai pas compris la question. Parce que ce que je dis depuis là, si je n'ai pas compris la question, alors. Mais quand même. C'est là que je lui dis que c'est la question. Il n'a qu'à m'écouter. Alors, oui, si tout le monde, dans un parti politique, doit se prévaloir du fait qu'il est convaincu de ce qu'il veut dire et le dire de cette façon, le parti va se disloquer, se détruire. Je finis par là, en disant que ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de comprendre ce que le président Ngwedi a dit, au-delà de ce que lui-même peut-être il pense. Parce qu'il n'a pas mesuré la portée de sa déclaration dans l'opinion publique et dans la sphère politique de l'UPR. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'il veut récupérer son PRD. Il n'a qu'à le récupérer et garder pour aller aux élections. Est-ce que juridiquement, il le peut? Non, juridiquement, il le peut. Il le peut. Parce que rien n'empêche le départ du PRD de l'UPR. Parce que, vous le savez, le droit le permet, la liberté d'association le permet de dire désormais, non, nous quittons l'UPR. Et il a dit d'une façon que j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'a pas expliqué cette éventualité. Et les journaux ont commencé à dire, est-ce a dit qu'il veut partir? Il a dit, nous n'avons pas disparu. L'arc-en-ciel est là, nous sommes ceux qui ont commencé à citer le renouveau. Ça veut dire qu'il tient aux attributs patrimoniaux de son parti et que l'hypothèse n'est pas exclue qu'un jour,
face au mécontentement, peut-être selon ce que disait la Moussoudi, il dit non, maintenant, notre rêve là ne se retrouve pas dans l'UPR, on se reprend. Merci à vous, Apollinaire Koutodji. On va observer les jours à venir. Ce qui est sûr, les prochaines semaines, les prochains mois seront palpitants sur la scène politique. Je tiens à dire en une minute, une seconde, pour dire quoi. Bertrand Trian-Ngouedji n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quel militant de parti. Il n'est pas un militant lambda. Pour se permettre de dire ce qu'il a dit. Donc, en principe, il devrait savoir, et il le sait d'ailleurs, qu'il a des postures. On ne fera pas le débat après le débat. Il y a des canaux pour dire ça. Non, on ne fera pas le débat après le débat. Ce n'est pas après 30 ans, 40 ans d'activité politique de Maître Adrien Ngouedji qu'on va, on va lui apprendre aujourd'hui comment parler à... Attendez. Si c'est qu'il n'a rien à perdre alors qu'il ne nous déstabilise pas. Alors, donc, comment parler au président, du parti, quand il devrait s'entendre pour créer UPR là, ils nous ont appelés. Donc, ce n'est pas à nous de leur apprendre. Paul-Marie Wessou.